je m'appelle Bernard Tepper, je suis membre du bureau de la Convergence nationale service public et je suis le responsable national du groupe sécurité sociale de la Convergence. Je rappelle que la Convergence nationale service public, c'est le plus grand rassemblement à gauche en termes organisationnels. Le reste des services publics et l'action de l'État. Ce qui concerne la protection des assurés sociaux et de leurs familles, c'est obligatoirement dans la tête d'Ambroise Croizat une fraction du salaire, le salaire étant la partie de la richesse qui est versée aux salariés. Et donc quand le salarié se bat pour une augmentation de salaire, il se bat obligatoirement en même temps pour une augmentation des cotisations sociales, puisque c'est une fraction du salaire. À partir du moment où on a un autre type de financement, on n'est plus dans la liaison entre le financement de la sécurité sociale et, je dirais, et le salaire. Bien évidemment, le programme le plus avancé sur le plan social de toute l'histoire de France, c'est le Conseil national de la résistance. Mais dans le Conseil national de la résistance, il y a toute une série de très grandes avancées, mais il n'y a qu'une seule avancée qui est anticapitaliste, c'est la sécurité sociale. Et c'est pour cela, parce qu'elle est anticapitaliste, que la sécurité sociale est la première cible dès 1947-48 du patronat et de l'ensemble de ses alliés, notamment la mutualité, notamment je dirais les paysans propriétaires, notamment les indépendants, et même, j'espère que je ne ferai pas sursauter beaucoup de personnes, certaines fédérations de la CGT. Ambroise Croizat soutenu par la Confédération CGT, mais pas par l'ensemble des fédérations. Et comme je n'ai pas le temps de... Alors, les 4 principes révolutionnaires de la sécurité sociale. 4 principes. Le premier, c'est que la sécurité sociale n'est pas gérée ni par le privé, ni par l'État. Elle est gérée directement par les représentants élus des assurés sociaux. Une sorte d'autogestion généralisée sur l'ensemble du pays. C'est la plus grande opération mondiale d'autogestion réalisée. Il y a eu des avancées de sécurité sociale dans tous les pays européens, mais pas gérées par les représentants élus des assurés sociaux. 75%, comme ça a été dit, des sièges, ce sont les assurés sociaux. Et principalement les ouvriers et les employés via le syndicat majoritaire de l'époque, CGT. Deuxième principe révolutionnaire, financement par la cotisation, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. N'oubliez jamais que le patronat veut financer la Sécu par l'impôt et que Croizat voulait financer par la cotisation sociale. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais il y a une différence, effectivement, dans les deux financements. Troisième principe révolutionnaire, le principe de solidarité qui remplace le principe de charité. Et la définition du principe de solidarité, c'est à chacun selon ses besoins, chacun y contribue selon ses moyens. Quatrième condition révolutionnaire, c'est l'unicité. C'est-à-dire il n'y avait qu'une seule caisse de sécurité sociale. Là maintenant, c'est coupé en 5 branches. Donc bien évidemment, comme je l'ai dit ce matin à la manifestation, quand une branche est excédentaire, eh bien, on pousse à la diminution des cotisations, et quand elle est déficitaire, eh bien on dit qu'il faut diminuer les prestations parce que ça coûte trop cher. Je dois dire d'ailleurs
que la sécurité sociale, normalement, devait être à équilibre en 2024. Elle ne le sera pas parce que le président de la République que vous avez élu a pris les 136 milliards d'euros du Covid et il a décidé que c'était une dette de la Sécu. 136 milliards. Ce qui fait que maintenant, la Sécu, elle est en déficit probablement jusqu'en 2033. Mais tout simplement parce que la décision de l'État n'a pas été de prendre ça sur le budget de l'État, mais sur le budget de la sécurité sociale. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre ce qu'est le néolibéralisme. Et le néolibéralisme est simple, certains dans la salle connaissent déjà cette... C'est l'intervention de Denis Kessler dans Challenge le 4 octobre 2007, lorsque une journaliste de Challenge pose la question à Denis Kessler, patron de la Fédération française des sociétés d'assurance, puis patron adjoint du MEDEF, et on lui demande c'est quoi les réformes que fait le gouvernement et ce que souhaite le patronat. Et effectivement, il dit ce que vous lisez là. Voilà. Alors bien sûr, je vais vous lire que la dernière phrase parce que je suis contingenté par le temps. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Nous sommes aujourd'hui en 2023, le projet du patronat, de la droite et de la gauche néolibérale, c'est en fait de défaire ce qui a été créé en 1945, et c'est l'ensemble des réformes qu'il y a eu entre 1944 et 1952. Voilà le dispositif révolutionnaire de la Sécu. Sur les 4 conditions révolutionnaires, il y en a 3,5 qui n'existent plus. Voilà. Il ne reste que sur les 4 conditions que j'ai dit tout à l'heure, il ne reste que la cotisation pour la moitié du financement, puisque l'autre moitié est déjà la fiscalisation. Maintenant, je voudrais passer, dans mon deuxième point, aux attaques contre la protection sociale en général. Je dis en général parce qu'on attaque en même temps l'assurance chômage, on attaque en même temps toute une série de choses qui ne sont pas formellement dans la sécurité sociale. Alors, les plus grandes attaques, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quel est le projet du patronat dès la création de la sécurité sociale, c'est d'engager 2 phases. Première phase, l'étatisation de la sécurité sociale. Deuxième phase, sa privatisation. On ne peut pas privatiser l'Assemblée nationale. Par contre, on peut privatiser une entreprise nationalisée. Vous avez compris la différence? Vous ne pouvez pas privatiser directement ce qui relève des citoyens. Vous pouvez facilement privatiser ce qui appartient à l'État. Donc les 2 grandes opérations, c'est l'ordonnance de 1967 du général de Gaulle, supprimant déjà 2 conditions révolutionnaires sur 4, et celle de 95, c'est le plan Juppé. Et il faudra attendre Sarkozy et Bachelot en 2008 pour reporter ça sur le problème de l'hôpital. Le démarrage de l'attaque contre la Sécu en dehors des ordonnances, ça a été le forfait hospitalier de 1983, qui a été réalisé. C'était un gouvernement d'union de la gauche, hein, je ne rentre pas dans le détail. Ce forfait hospitalier de 1983, il va jusqu'à la légalisation des dépassements d'honoraires sous le règne de François Hollande et de Marisol Touraine, en 2013. Et puis ensuite, ça a été transformation du code de la mutualité en code assurantiel, en 2001, c'est le gouvernement Jospin.
Et donc ça, c'est l'acceptation des directives européennes, et notamment de la directive Solvabilité 2, qui en fait décide de transformer toutes les mutuelles sans exception avec le même système de gestion que les assurances privées à but lucratif, sauf le but lucratif. Mais tout le reste, c'est une décision qui a été prise, et derrière une mutuelle, vous avez l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui est capable de fermer une mutuelle si les règles ne sont pas respectées. Attaque sur les retraites à partir de Seguin, en 87 sur un décret, à partir de 1993 avec le Premier ministre de l'époque. Désindexation par rapport au coût de la vie pour les retraites complémentaires du privé, signé par Force ouvrière, CFDT et CFTC. Vous m'excusez, mais c'est l'histoire. Pour la branche famille, austérité généralisée, processus de fiscalisation du ressource de la branche. Aujourd'hui, la branche famille, allocation familiale, prestations logement, précarité, est totalement fiscalisée. Perte d'autonomie, ben la loi grand âge, on ne l'a pas. Augmentation forte du chômage. Nous avons sur les catégories A, B, C, D, E, toujours plus de 6 millions de chômeurs. 3 millions, ce n'est que la catégorie A. Et on fait baisser la catégorie A en augmentant les précaires, qui sont en catégorie B et en catégorie C. Ensuite, diminution du droit des salariés par l'ANI en 2013 et par la protection sociale complémentaire qui est en cours de discussion pour l'ensemble des fonctionnaires. Et où ça se passe, de mon point de vue, pas bien du tout. C'est-à-dire que les grandes lignes du projet patronal sont signées par les organisations syndicales. Déserts médicaux en hausse, diminution du nombre de lits, y compris pendant la syndémie du coronavirus. Retraite à 64 ans, pour le taux plein. Mais retraite à 64 ans pour le taux plein, c'est pour certaines personnes, notamment les femmes, 70 ans pour la retraite complète. Je n'ai pas le temps d'expliquer la différence entre retraite à taux plein et retraite complète, mais on pourra le faire en aparté tout à l'heure. Et puis, sachez bien que quand l'ensemble des complémentaires santé obligatoires aura frappé le privé et l'ensemble du public, y compris les fonctionnaires, le projet patronal, c'est les appels d'offres par appartement pour dépecer la sécurité sociale. Normalement, après le 1er janvier 2026, ils ont la possibilité de le faire. Après, la question, c'est quelle riposte des travailleurs, et ça c'est un autre sujet que Mireille Carreau va essayer de nous inciter à la mobilisation, je pense. Deux diapositives, dont une que vous n'avez jamais vue, sauf si vous avez lu mon livre. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première, c'est ce que vous voyez là. C'est ce que les économistes appellent la déformation de la répartition de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, vous avez un rectangle du haut. La longueur du rectangle, c'est simple, c'est en fait l'ensemble de la valeur ajoutée, l'ensemble de la richesse produite par tous les travailleurs français et étrangers travaillant sur le territoire national. En ce qui concerne cette du bas, c'est la même chose. Comme je parle en pourcentage, même s'il y a plus de richesse créée en 2022 qu'en 1982, vous voyez que la césure entre salaire et cotisation sociale d'un côté et profit de l'autre n'est pas la même. Et vous voyez qu'il y a un écart. Cet écart, c'est 200 milliards d'euros. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que, bien évidemment, quand Nicolas Sarkozy faisait ce geste-là, il sortait sa poche et il montrait « j'ai pas d'argent
j'ai pas d'argent dans la poche. C'est sûr, à partir du moment où il y a 200 milliards qui sont passés des salaires vers le profit, ah ben il n'y a plus d'argent. Et si on veut vraiment satisfaire les besoins, c'est pas en inventant, je dirais, des usines à gaz. C'est en faisant repartir la césure entre le violet et le jaune, et de faire repartir la coupure vers la droite. C'est uniquement par l'augmentation du salaire et des cotisations sociales que l'on peut satisfaire l'ensemble des besoins. Et si on ne fait pas ça, et si on accepte systématiquement l'abaissement des salaires réels et l'abaissement des cotisations par les exonérations sociales, eh bien, il est impossible, dans ce cas-là, de satisfaire les besoins sociaux. Dernier point, c'est celui-là, ce schéma-là que nous avons réalisé pour chaque branche de la Sécu. Ça a été fait bien sûr sur les ordinateurs de la Sécu, donc c'est les hauts fonctionnaires de la Sécu, notamment celui qui a écrit le livre avec moi, qui a fait cela, parce qu'il n'y a que les ordinateurs de la Sécu qui sont en mesure de faire ça. Alors vous voyez, en ordonnée, c'est toute la redistribution, ce que les économistes appellent le revenu secondaire. Et en abscisse, c'est en fait le niveau de salaire, globalement. Le revenu primaire, c'est-à-dire globalement, bon, sauf pour une minorité de très riches, c'est le salaire. Et puis vous voyez trois couleurs. Vous avez du rouge, du noir et du bleu. Le bleu, c'est en fait le champ du droit social. C'est comme ça qu'on l'appelait à la Sécu à la fin des années 40. C'est en fait les remboursements Sécu. Le noir, c'est le champ de propriété privée lucrative. C'est tout ce qui est privé. Les assurances privées, etc. Le rouge, c'est l'assistance pour les pauvres. Et vous avez là ce qui a été le RMI, le RSA, etc., etc., la cellule complémentaire, etc., etc. Alors c'est très intéressant, pourquoi? Parce que vous voyez des flèches, la flèche 3, 1, 2, 3, 1, 4, non, 3 et 1. Eh bien, si vous faites descendre la frontière entre le noir et le bleu, ça va vers la privatisation. Et si vous faites descendre le rouge qui remplace le bleu, vous voyez, eh bien là, c'est l'assistance pour les pauvres payée par les impôts du budget de l'État, et bien évidemment, je dirais tous les riches, enfin les plus riches, eh bien, c'est des assurances privées. Si vous voyez les États-Unis, premier pays du monde, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de bleu aux États-Unis. Vous avez tout ce qui est à gauche et rouge, vous voyez la flèche numéro 3, elle descend jusqu'en bas, et il n'y a que du rouge, c'est le financement par l'État américain des pauvres, et à partir du seuil d'affiliation à la sécurité sociale, vous voyez, tout ça est noir, et c'est les assurances privées. Et donc la bataille, et ça c'était déjà pensé au moment d'Ambroise Croizat, c'est rouge et noir contre bleu, enfin dans le schéma qui est là, hein, bien évidemment. Parce que si on est, je dirais, pour la solidarité, on est pour la suppression du rouge, parce que ça doit être pris en charge par le bleu, et le bleu doit monter et aller bien plus haut, et bien évidemment, petit à petit, supprimer le noir. Vous voyez? Donc le problème, c'est ça. C'est le bleu de la Sécu,
Ça, c'est de la tendance croisade. Hein, voilà. C'est le bleu de la Sécu contre le rouge et le noir. Mais bien évidemment, si le bleu remplace le rouge, il faut qu'il monte 2 fois plus haut pour pouvoir rattraper le même système de redistribution que l'ensemble. Voilà. Si j'ai encore 30 secondes, je vais simplement vous montrer ça. Je prends un exemple, c'est les lits hospitaliers. Parce qu'il n'y a pas que l'assurance maladie santé. Regardez, combien il y avait de lits en 1981, combien il y en a en 2008, regardez combien il y a de passages aux urgences en 1995, en 2008, et actuellement, on est passé de 9 millions de passages aux urgences à 18 millions en 2008 et à 21 millions aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'austérité et qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent se soigner qu'en allant aux urgences. Il y a aujourd'hui un tiers de la population qui vit de près ou de loin dans un désert médical. Vous voyez, les chiffres, ils sont quand même assez faramineux. Tout cela pour dire, bien sûr, et ce sera ma conclusion, que si nous voulons aller vers l'émancipation, il n'est pas possible d'y aller sans refonder la sécurité sociale en fonction, je dirais, des conditions révolutionnaires qui existaient en 45-46. Je vous remercie de votre attention.